Général Bruno Clermont est avec nous en studio et le publicitaire Franck Tapiro. Oui, absolument. Avant de vous donner la parole, Franck Tapiro, pour parler un peu des influenceurs, on parlera aussi avec Gabriel Cluzel, Général Bruno Clermont, pour terminer sur cette dissuasion nucléaire. On se disait voilà, que c'était pas tout à fait clair, net et précis, sur quel point on a véritablement avancé, dont vous commenciez à nous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc je vous ai parlé des trois fondamentaux. Maintenant, les trois éléments qui ont changé, qui font qu'on qualifie tout ça d'évolution majeure. Le premier, c'est qu'on va monter le nombre de têtes nucléaires. Aujourd'hui, on a 290 têtes nucléaires qui sont apportées soit par les sous-marins, soit par des missiles portés sur les Rafales. Pourquoi on les augmente? C'est qu'on estime qu'il faut continuer à faire des dommages inacceptables chez un adversaire alors que ses défenses se renforcent. Ça veut dire que quand on va tirer une salve, je sais pas, de 30 missiles ou de 30 têtes, il n'y en a que 20 qui vont passer, ou 10, et on veut être certain que le nombre suffisant va passer. Donc c'est lié vraiment à l'augmentation, à l'évolution de la technologie. Et ça, c'est normal, on a toujours fait comme ça en réalité. C'était qu'on ne l'expliquait pas aux Français. Cette fois-ci, on l'explique, ils veulent comprendre. Le deuxième, c'est une notion encore compliquée qui s'appelle la notion d'épaulement. La dissuasion nucléaire, ce n'est pas que des forces nucléaires, c'est également des forces conventionnelles. Et nos forces conventionnelles sont un peu faibles. Donc on va augmenter la force conventionnelle en européen en quelque sorte. Typiquement, on va développer un programme de missiles balistiques longue portée avec les Allemands et les Britanniques. Voilà un exemple de ce qu'on va faire. Et le dernier, c'est avancer. Pourquoi c'est avancer? Parce qu'en réalité, on va utiliser toute la profondeur stratégique du continent européen pour éventuellement déployer nos rafales armées, déployer des ravitailleurs, de manière à rendre plus difficile la compréhension de la gesticulation de la dissuasion française. Avancer ne concerne que les avions, parce qu'on ne peut pas avancer les sous-marins. Les sous-marins, ils vont dans l'eau, ils disparaissent et personne ne sait où ils sont. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, pour toutes ces précisions. Vous êtes libre si vous devez nous quitter. J'aime bien parce que le chef de l'État, il a parlé de l'outre-mer hier, je le souligne, parce que c'est très rare. Et j'aime bien parce qu'on pense... Nos intérêts vitaux sont aussi en on y pense subitement à l'outre-mer. Je pense qu'on a toujours pensé... Non, on l'a jamais dit. Oh, cher Général, on n'y pense pas. Bon. Je peux vous dire que les ultramarins savent que le chef de l'État ne pense pas suffisamment à eux. Oui, il a bien ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas tout ça. Mais oui, mais les ultramarins, ils comptent lorsqu'on pense aux positions géostratégiques subitement. Hein, mon cher Général. Enfin, on ne dit pas mon général, mais Général. Gabriel Cluzel. La question que je me posais, c'est est-ce que la notion d'intérêts vitaux, justement, qui est d'ailleurs floue, ça fait peut-être partie de la stratégie d'ailleurs, n'a pas évolué? Parce que si on s'engage à défendre les autres pays européens, c'était déjà plus ou moins le cas, mais là, ça a l'air d'être contractualisé. Est-ce que c'est pas une façon de dire nos intérêts vitaux, c'est plus seulement ceux de la France, c'est ceux de l'Europe? On ne s'engage pas à les défendre. On rajoute la dissuasion française à celle de l'OTAN et puis à celle partagée pour certains pays de l'OTAN. Et par exemple, si on va déployer, il y a une montée en puissance, on arme nos rafales pour éviter qu'ils soient détruits, on les déploie sur différentes bases. On les déploie par exemple en Pologne. En Pologne, le simple fait qu'ils soient déployés en Pologne protège la Pologne. Donc c'est nos intérêts vitaux de les déployer en Pologne, c'est nos intérêts vitaux de contrer une attaque, mais comme ils sont en Pologne, ils protègent de facto la Pologne. C'est un peu le principe de dissuasion nucléaire partagée de l'OTAN. On l'applique, si ce n'est que nous, on ne donne pas d'armes. Pour l'instant, il n'est pas question de donner des armes, il est simplement utiliser des bases un petit peu beaucoup plus larges pour déployer nos capacités. Et au bout du bout, c'est Emmanuel Macron qui c'est ce que j'ai compris, mais ça doit être précisé dans les coopérations qui vont se mettre en place. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est ça, on a eu l'impression qu'il y avait eu un... Ce n'est pas si clair que ça. On essaie de comprendre, ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair parce que les coopérations seront pays par pays. J'ai écouté, on essaie de comprendre. Tout n'est pas si clair que ça. Non, il y a un petit flou là sur ce sujet. Un petit flou sur ce sujet. Merci à Général Bruno Clermont. On a beaucoup de questions à se poser avec Michel Fayad, avec Franck Tapiro. D'abord, Caroline Baudry, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont les capacités militaires du Hezbollah? Puisque le Hezbollah est quand même au centre aujourd'hui des dernières évolutions, lorsqu'on voit que le Hezbollah est la cible à abattre par Israël ce matin. Les capacités militaires du Hezbollah à l'heure qu'il est. Oui, alors déjà, il faut savoir que ce groupe est donc totalement indépendant de l'armée libanaise et dispose d'un arsenal militaire important. On parle de 50 000 combattants à peu près avant les conflits. C'est sans compter d'éventuels volontaires qui pourraient rejoindre les rangs du Hezbollah et des dizaines de milliers de roquettes et de missiles. Donc l'existence même du Hezbollah, c'est une situation très particulière, très controversée, qui pose débat au sein même du Liban. On en a l'illustration très récente avec le gouvernement libanais qui a interdit hier, c'est une première, les activités militaires du Hezbollah après ses tirs sur Israël pour, je les
avait, cite, vengé le guide suprême, ce qui a précipité donc le Liban dans la guerre. Le gouvernement veut éviter les morts et exhorte le Hezbollah d'arrêter de lancer des missiles sur Israël. Interdiction restée lettre morte, puisque le Hezbollah a continué ses tirs aujourd'hui et les ripostes meurtrières d'Israël se poursuivent également. On apprend ce matin que les troupes au sol ont été déployées dans le sud du pays. Et dernier point, le Hezbollah est classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Allemagne, Israël, les Pays-Bas, l'Australie, entre autres. C'est un peu particulier pour l'Union européenne qui classe depuis 2013 uniquement la branche armée du Hezbollah comme organisation terroriste. Et la France donc suit cette position européenne. Et oui, pour tout à l'heure, Gabriel Cluzel nous parlait du côté politique, parce qu'effectivement, on parlait que de la branche terroriste, mais il y a aussi tout le côté politique. Merci beaucoup, ma chère Caroline Baudry, journaliste à la rédaction d'Europe 1, pour cette précision. Gabriel Cluzel ? Non, mais je crois qu'il est important de se rendre compte que je parle sur le contrôle de mon voisin qui connaît cela bien mieux que moi, mais que le Hezbollah, là, en prend un sacré coup. Donc c'est une sorte de bascule dans la vie du Liban, mais par voie de conséquence, qui nous touche aussi, évidemment, parce que je rappelle que le Hezbollah a commis des attentats, a tué les soldats du Drakkar, mais et aussi source d'attentats divers, plaque tournante du narcotrafic, etc. Donc c'est vraiment ce qui se passe actuellement. La France doit le regarder avec beaucoup d'attention. Gabriel Cluzel, pendant que vous avez le micro et avant d'avoir Franck Tapero, quel est votre regard sur ces influenceurs qui ont appelé au secours, qui sont peut-être a priori dans un avion à l'heure qu'il est pour arriver en France, qui demandent à la France de venir les récupérer. Ensuite, on aura Franck Tapero pour réagir. Ce que je veux dire tout d'abord, c'est que je fais évidemment une grande différence entre les influenceurs et puis les pauvres touristes qui sont coincés là-bas en famille et qui évidemment sont terrorisés et qui aimeraient bien rentrer chez eux. Je crois qu'il est quand même important de le dire. Mais parmi ces influenceurs, nombre d'entre eux ont largement craché sur la France. Ils sont partis à Dubaï avec tambours et trompettes en disant que c'était bien mieux là-bas qu'en France. Par ailleurs, ce qui les attirait, c'était évidemment le paradis fiscal, ce qui permet de profiter du fruit de leur influence, si j'ose dire, sans être imposé. Aujourd'hui, ils réclament une protection de la France qui est permise par les impôts qu'ils n'ont pas payés, mais qui ont été payés par d'autres. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a certains parmi ces influenceurs qui ont été spécialement virulents. Je pense par exemple à l'influenceuse Maëva Guénam, qui a dit qu'elle ne reviendrait jamais en France, que sa seule patrie d'ailleurs c'était l'Algérie, est 100% algérienne, dit-elle, etc., etc. Et qui, dans une vidéo, a dit mais je comprends pas ce que fait la France, j'ai un passeport français, mais qui viennent donc me chercher, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a quelque chose de profondément choquant qui a fait réagir les réseaux sociaux et on peut le comprendre parce que il y a un patriotisme d'opportunité qui a de quoi choquer. Patriotisme d'opportunité. Franck Tapero, on marque une pause, on vous reprend juste après la pause sur ce patriotisme d'opportunité. Effectivement, on sent que les Français sont français, mais parfois ils ont honte d'être français. Et puis lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un problème de santé, lorsqu'il y a un problème de sécurité, subitement, ils revendiquent leur patriotisme. On en parle avec vous, Franck Tapero. Et ensuite, on posera la question à Michel Fayad, la question qui suit. Jusqu'où faut-il aller dans cette guerre? Le régime des Mollahs peut-il vraiment tomber? Vous restez bien avec nous, la suite de Christine Kelly et vous, c'est dans un instant, il est 12h26.